Hé hé, plusieurs prétendent que Disney's Hollywood Studios, anciennement nommé Disney's MGM Studios, était un parc thématisé sur les films ou le cinéma en général, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus que ça puisqu'il s'agit d'un véritable studio de cinéma. Voyons cela en détail. Lumière, caméra, action. Disney's Hollywood Studios, un parc que je vais vous présenter accompagné de l'expérience 626, ou plus communément appelé Stitch. Allô à toi aussi. Pour ceux qui se demandent le lien entre Stitch et Hollywood Studios, ne partez pas, là, vous le saurez bientôt. Là. Sans plus tarder, le parc thématique est basé sur le cinéma. Bon, ça, je crois que tout le monde le savait, mais a ouvert le 1er mai 1989 sous le nom Disney's MGM Studios. Vous vous en doutez, mais il s'agissait de la réponse de Disney au parc Universal Studios annoncé quelques temps auparavant. En termes de localisation, il est situé tout près d'Epcot, même qu'il y a un sentier pédestre qui les relie, passant par le Boardwalk et le Yacht and Beach Club. Qu'il soit si près est un petit clin d'œil au projet d'origine de Disney's MGM Studios à Epcot. Pour vrai, vous vous êtes jamais posé la question pourquoi est-ce que Magic Kingdom et Animal Kingdom sont à l'autre bout du monde, alors que ces deux parcs sont très collés? En fait, l'idée originale, c'était tout simplement un pavillon dans le Future World qui serait sur la thématique de l'évolution du cinéma et ses techniques, incluant un manège nommé The Great Movie Ride. Ça ne vous dit pas quelque chose ce nom-là? Là? Il me semble que moi... Ouais, c'est ça. Aussi, quelques années avant, les studios de Burbank pensaient ouvrir une autre petite installation, mais cette fois-ci sur la côte est des États-Unis. Alors, en 1984, lorsque Michael Eisner arrive à la tête de la Walt Disney Company, il rassemble toutes les idées pour en faire une seule grosse au Walt Disney World Resort. L'idée essentielle du parc consiste à la reconstitution d'un Hollywood plus mythique que réel et dont l'image est dans tous les esprits. Ainsi, en plus de reprendre des bâtiments tout près de la ville de Los Angeles, on veut inclure des films marquants de l'histoire autres que ceux de Disney. Donc, Disney a signé en 85 avec MGM un contrat de 20 ans les autorisant à utiliser le nom, le logo et le contenu de film Metro-Goldwyn-Mayer pour un parc d'attractions thématique floridien. Un partenariat comme celui-là, c'est tellement une bonne idée, là. Ça a tout plein d'avantages, là. Du moins quand on commence pas à saillir après seulement 3 ans du contrat, car c'est ce qui a connu les deux compagnies cinématographiques. Je veux pas trop m'étendre là-dessus, mais MGM a poursuivi Disney en 1992 pour violation du contrat, car c'était pas juste un parc, mais aussi un studio. Et de cela, Disney a répliqué par une autre poursuite contre MGM qui avait autorisé l'utilisation de son nom pour le MGM Grand Hotel, le MGM Casino et le MGM Airlines, et cela aurait participé à la violation des droits concédés à Disney pour l'utilisation exclusive du nom du parc à thème de Floride. Et de plus, cela aurait nui à la réputation de Disney de par la construction au sein de MGM Grand Hotel à Las Vegas d'un parc thématique. Le tout se ramasse rien de moins qu'en Cour suprême des États-Unis et on a jugé en faveur de Disney et déclaré que le parc MGM Grand Adventure en cours de construction à Las Vegas ne devait avoir aucun lien avec Hollywood et c'est ce qui causa sa fermeture en 2005 par manque d'intérêt du public. Bref, c'est des enfantillages tout ça là, mais... Et vous vous doutez bien que le contrat n'a pas été renouvelé en 2005, apportant ici un changement de nom pour Disney's Hollywood Studios. Bon, ma parenthèse était plus longue que prévu. Je parlais de quoi déjà, là? Ah oui, merci, c'est vrai. Est-ce que je peux te poser une autre question aussi, là? C'est quoi les gribouillages en dessous de ce que tu écris, là? Depuis tantôt que je suis obsédé par ça. Ok. Je savais pas qu'il y avait une connexion internet, du Wi-Fi et tout, là où ils sont, mais c'est correct. Donc, je vais arrêter de le repousser et je vais maintenant parler de la production de Disney's MGM Studios. Côté télévision, le Walt Disney Studios Florida a produit de nombreuses séries pour le Disney Channel. Les plus populaires étaient le All New Mickey Mouse Club, le...
Hey, l'abus du montage des années 90. Je disais donc que les plus populaires étaient le All New Mickey Mouse Club, Adventures in Wonderland et Thunder in Paradise qui a été totalement réalisé là et utilisait même des décors du Seven Seas Lagoon et d'Epcot pour certaines scènes. En voici une preuve là. Ouais, c'est le Polynesian Resort là-bas là, au fond. Quelques films ont également été tournés en partie ici. Entre autres Passenger 57, Marvin's Room et Splash 2. Du côté de l'animation, là le studio s'est réellement démarqué. Cette section était nommée Walt Disney Future Animation Florida et a produit quelques passages des films de Disney Animation Studio entre 1993 et 2004. On a eu pour les longs métrages la séquence I Just Can't Wait to Be King provenant du film Le Roi Lion qui a été produite à Walt Disney World. Aussi, le film Mulan sorti en 1998 a été réalisé de A à Z dans ces studios aussi. En passant, c'est le seul long métrage entièrement réalisé à Disney's MGM Studios. Les autres le sont en grande partie, mais pas totalement. Donc ensuite, nous avons Lilo et Stitch, sorti en 2002. Et oui, ce petit bonhomme qu'on voit à Tomorrowland provient du parc non loin de Magic Kingdom. Le suivant et le dernier, en 2003, c'est Brother Bear pour reprendre le titre original, qui a été conçu quasiment au complet en Floride. Les courts-métrages réalisés sont Tommy Troubles, Roller Coaster Rabbit et Thrill Mix-Up faisant l'apparition de Roger Rabbit. Enfin, John Henry est également entièrement produit à Disney's MGM Studios en l'an 2000. Donc, on avait notre studio et adjacent à celui-ci, le fameux parc thématique. Évidemment, les attractions d'origine avaient tous un lien avec le cinéma, c'est ça le but d'une thématique, c'est de le respecter le plus possible, mais je vais vous faire le tour des attractions qui étaient présentes dès l'ouverture de Disney's MGM Studios. Surtout, faites pas le saut, il y en avait vraiment pas beaucoup, mais par contre, il faut dire qu'il s'agissait d'expériences de longue durée, de quoi passer une bonne journée complète quand même. La première et la plus importante, le Backstage Studio Tour. Cette attraction était un tour très complet des studios auxquels je viens tout juste de vous parler et se faisait en 5 segments. Tout d'abord, on embarquait dans ce qu'ils appelaient un tram pour rejoindre des décors plus éloignés dans le backstage. Une zone se nommait la rue résidentielle et comme son nom l'indique très bien, c'est un quartier industriel. Ben non, là, est-ce que vous suivez, là? Réveillez-vous, c'était bien un quartier résidentiel, là. C'était des maisons pour des captures extérieures pour les programmes The Golden Girls, Emptiness et Ernest Saves Christmas. En continuant notre tour, nous arrivions ensuite dans un canyon sympathique nommé Catastrophe Canyon, où on prenait place pour observer l'action d'une catastrophe naturelle résultant à plusieurs explosions. Le tram revenait par la suite à son point de départ en passant par le troisième segment, une balade au travers des décors plus urbains, comme le centre-ville de New York, une section qui se faisait tout autant à pied. Ensuite, tous les invités sont amenés à descendre du tour pour entrer sur un plateau extérieur d'effets spéciaux où nous prenions la mer par temps agité. À l'époque, c'était opérationnel pour en apprendre beaucoup sur les différentes techniques. Et finalement, le dernier bâtiment à visiter était consacré aux effets de grandeur, que ce soit des objets plus petits qu'on veut faire paraître pour plus grands ou l'inverse. Au fil des ans et à cause de la fermeture des studios, le tour a été raccourci et le nom a changé en 2003 pour Studios Backlot Tour. Le Catastrophe Canyon était toujours présent, mais la rue résidentielle est démolie et laisse place à un nouveau spectacle, Light Motor Action. Aujourd'hui, ces deux attractions sont disparues et n'est que du passé. Je sais, c'est triste, mais on peut rien y faire, là, il faut l'accepter. Hey, fais attention à ce que tu dis. Là, j'ai pas le choix d'augmenter ton taux de méchanceté, là. Voilà. Un autre manège de l'époque est le Monster Sound Show. Il s'agissait d'un spectacle dont 4 spectateurs venaient aider une équipe à ajouter des effets sonores à un extrait de film. On initiait ainsi l'audience aux procédures à suivre pour ajouter correctement ces effets aux images de films et de séries télé. En 1997, le spectacle, tout comme le théâtre, est renommé ABC Sound Studio, mais reste pratiquement le même jusqu'en avril 1999 où une toute nouvelle formule nommée Sounds Dangerous est offerte. En restant toujours dans la thématique du son, on nous apprend à reconnaître des événements sans la présence de vidéo, seulement avec la sonorité entendue. L'attraction Superstar Television était une expérience interactive sur scène. Muni que de caméras et d'étoiles vertes, on apprenait le fonctionnement du chroma key à l'audience en apportant ses points positifs autant dans les effets spéciaux que le peu de matériel nécessaire. Alors on prenait quelques volontaires pour les plonger dans l'univers de diverses séries populaires de l'époque. En 97, on apporte une mise à jour, mais ce n'est pas suffisant pour regagner en popularité, alors dès le début de 1997, la présentation est remplacée par Doug Life. C'était un spectacle musical d'une durée de 25 minutes et d'un pre-show de 30 minutes.
normal. La présentation principale durait moins longtemps que l'introduction, là, mais sans trop critiquer, le spectacle était basé sur les aventures de Doug, un personnage du programme télé du même nom. À sa fermeture en 2001, le théâtre est resté vide longtemps jusqu'à l'ouverture de American Idol Experience au début de 2009. L'avant-dernière attraction datant de 1989 est de Magic of Disney Animation. Bien différent de ce que nous avons connu dernièrement, l'attraction débutait par la projection d'un film d'environ 10 minutes nommé Back to Neverland, le retour au pays imaginaire de Peter Pan. Ce film présente d'une manière ludique les principes de l'animation et des personnages animés. Le visiteur parcourait ensuite un couloir décoré de scènes originales extraites de longs métrages de Disney avant d'atteindre le département d'animation. Cette section était découpée en fonction des étapes de la production d'un film. Le développement de l'histoire, le layout ou le choix des scènes, l'animation comprenant l'attitude des personnages pour chaque scène, le dessin au crayon plomb des personnages, le transfert sur cellulo, les laboratoires de peinture, l'ancrage et la peinture, plus souvent connu sous son terme anglophone Ink and Paint, les décors, les effets visuels tels que le feu, pluie et lumière conçus par une équipe spécialisée, l'enregistrement à la caméra multiplane et le montage final regroupant les scènes dans le bon ordre. À la fin, le Disney Classics Theater présentait des extraits des meilleurs films Disney comme Blanche-Neige et les Sept Nains, Pinocchio ou bien La Belle au Bois dormant. Ah, désolé, non, ton film était pas représenté, mais quant à moi, je l'aurais mis. Là. Des remerciements. Pour vrai. Bon, ben, je pense que tu mérites que je descende ça, là. Donc voilà, j'en étais qu'en 2003, l'attraction est revue au grand complet car c'était les animateurs des studios qui en faisaient la présentation, mais étant donné qu'ils vont fermer peu de temps après, tout est à recommencer. Alors ça débutait par un film sur les techniques de l'animation nommé Drawn to Animation, dans lequel un cast member interagissait avec Mushu, le petit dragon de Mulan. Ensuite, le visiteur entre dans un large espace d'activités interactives. Il y avait là l'Animation Academy, un cours de dessin d'un personnage de Disney sur une table d'animation en forme de Mickey. Aussi, le Soundstage qui permet de jouer avec une banque d'effets sonores et le Digital Ink and Paint, des ordinateurs permettant de peindre numériquement des personnages d'animation. Il y avait aussi un petit quiz nommé You're a Character. Lumière de La Belle et la Bête pose une série de questions pour définir quel personnage de Disney possède le caractère le plus proche de le nôtre. Par exemple, moi j'étais Aladdin. Encore une fois, c'est triste, mais l'attraction a fermé en été 2015 et jusqu'au moment où je lis ces lignes, les rumeurs veulent que ce soit une exposition sur les projets futurs de Disney's Hollywood Studios. Quoi qu'en fait, le parc changera de nom au cours des prochaines années, donc... Je termine avec le seul manège encore ouvert depuis l'ouverture du parc. C'est le seul qui a survécu à tous les changements, The Great Movie Ride. Derrière la façade du Grauman's Chinese Theater, c'est la source d'inspiration à l'origine de Disney's MGM Studios. À la fois une dark ride et un hommage très complet au 7e art, l'attraction dédiée au plus grand chef-d'œuvre du cinéma regroupe 59 personnages animatroniques prenant place dans 10 décors de films différents. Ce qui rend l'attraction unique et appréciée de tous est le mix parfait des scènes musicales telles que Chantons sous la pluie, Mary Poppins et Le Magicien d'Oz, avec les scènes d'interaction entre les comédiens et les audio-animatroniques comme Indiana Jones, Casablanca ou Le Magicien d'Oz. Dans la scène finale du parcours scénique, les véhicules s'arrêtent dans un grand cinéma sombre où est diffusée pendant 10 minutes une très belle compilation de 45 de films reprenant l'histoire du cinéma en commençant avec Charlie Chaplin, en passant par Blanche-Neige, les Star Wars et j'en passe. Bien sûr, le tout a été mis à jour depuis l'ouverture, entre autres le film final comprend des scènes modernes telles que les Pirates des Caraïbes, Trouver Nemo et les Chroniques de Narnia. La file d'attente aussi est un véritable musée. En plus de la projection des quelques séquences classiques, il y a exposition de différents objets originaux des films. Voilà, c'est tout pour les attractions d'origine, mais si ça vous dérange pas, j'aimerais également faire 3 petites mentions spéciales. Bien, merci. J'y vais de ce pas. Quoique si je me déplace, on m'entendra plus dans mon micro, là. Bref, numéro 1. Moins d'un an après l'ouverture, 2 attractions importantes à souligner sont arrivées. La première, Star Tours, dangereusement populaire à ses débuts, un peu comme l'apparition d'Anna et Elsa dans les parcs. Faut croire que les extraterrestres sont super à la mode. Aujourd'hui, le film du simulateur est changé et change à chaque tour, mais on a ajouté un sous-titre au titre, The Adventures Continue. Une autre attraction, ou devrais-je dire spectacle, est Here Come the Muppets, une présentation musicale regroupant nos personnages préférés du Muppet Show. On dit aussi qu'il s'agissait d'un spectacle temporaire le temps que Muppet Vision 3D soit développé, car il a fermé un an après son ouverture, laissant ici place à Voyage of the Little Mermaid.
Par contre, 2 semaines après, un nouveau spectacle interactif extérieur nommé Muppets on Location Days of Swine and Roses apparaît reprenant le même style que le premier. Ce n'est qu'en 1991 que le film 3D est présenté pour la toute première fois. Numéro 2. Ma deuxième mention, quant à elle, est à propos d'un grand LAN qui a ouvert en cours de route. Je parle bien de Sunset Boulevard inauguré en 1994. Là-bas, nous avons le droit à 4 activités des plus intéressantes de son histoire. The Twilight Zone Tower of Terror, Rock and Roller Coaster starring Aerosmith, Beauty and the Beast live on stage et l'agréable spectacle en soirée Fantasmic. Numéro 3. Je veux rendre un dernier hommage au chapeau d'apprenti sorcier de Mickey. En effet, en 2001, pour la célébration de 100 ans de magie en l'honneur de Walt, on a instauré le Sorcerer Hat à Disney's MGM Studios. Ce chapeau, censé être temporaire au même titre que le bras de Mickey à Epcot, est devenu l'emblème du parc et est resté plus de 13 ans jusqu'en janvier 2015 où il a été complètement démantelé. Avant, le symbole du parc était officiel, la Eiffel Tower, mais maintenant, c'est pas vraiment clair, là. Est-ce encore la Eiffel Tower? Pourtant, Disney semble privilégier la Tower of Terror dans ses publicités et... Faut pas oublier que la vue sur le Chinese Theatre est restaurée depuis le départ du chapeau, là. Une question sans réponse qui, j'espère, se clarifiera dans l'avenir. Ouais, je veux pas m'avancer vraiment dans l'avenir du parc parce qu'il y a plusieurs idées ou rumeurs pour le moment, mais une chose qui est sûre avec Disney, c'est que ça prend beaucoup de temps avant de confirmer officiellement un projet futur, là. Mais pour le moment, ce qui a été dévoilé à l'Expo D23 ces 14 et 16 août 2015, c'est entre autres un LAN thématisé sur l'univers de Star Wars. Nous serons plongés dans une nouvelle planète aux galaxies très très lointaines et pourrons rencontrer nos personnages favoris en plus de dévaler l'espace dans différentes attractions à bord de nombreux vaisseaux spatials. Du plaisir intergalactique. Aussi, lors de cette convention, Disney en a profité pour nous présenter les premiers concepts artistiques d'un futur land qu'on attendait avec impatience pour Hollywood Studios, Toy Story Land. Avec une thématique identique au Toy Story Playland de Paris et Hong Kong, la version floridienne sera beaucoup plus grosse et offrira cependant des attractions différentes mais tout aussi familiales. En plus d'un parcours additionnel pour Toy Story Midway Mania, une montagne russe représentant Slinky traversera le land au grand complet. Les petits hommes verts seront également mis en vedette avec une attraction étourdissante sous le fameux crochet de la pince à toutou de Pizza Planet. Dans ce land aussi, un meet and greet est promis pour rencontrer nos personnages préférés qui apparaîtront dans un prochain film, Toy Story 4 ou en français, j'imagine, Histoire de jouet 4. C'est déjà tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou t'abonner en cliquant ici. Non, ça devient redondant des boutons classiques, alors pour vous abonner, cliquez sur l'Eiffel Tower. Si vous êtes intéressé aux 4 autres épisodes de ma tournée du Walt Disney World Resort, les liens sont également disponibles juste pour vous. Et finalement, n'hésitez pas à laisser des questions, des commentaires ou des insultes à propos de l'épisode ou même des suggestions pour une prochaine. Merci tout le monde, ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Au revoir! Ah oui, petit truc, étant donné que tu t'es très bien comporté, ton niveau de méchanceté est maintenant au plus bas, là. Toutes mes félicitations!